Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et dans cette nouvelle série. Cette série est pour toi si tu n'arrives pas à quitter ton niveau B2 de français et si tu arrives à parler et t'exprimer mais tu veux encore plus. On sait que dans l'apprentissage de n'importe quelle langue, on arrive à un moment où on est bloqué. On est bloqué dans ce qu'on appelle le plateau. Donc on arrive à lire, à comprendre, à parler de choses simples sans difficulté, mais on sent que quelque chose manque. Et c'est normal. On a envie de progresser, de parler comme des natifs et de se sentir à l'aise dans n'importe quelle situation où il faut parler français. Peut-être qu'on a envie de travailler dans un pays francophone. On veut faire des études, donc on a besoin d'un niveau de français qui nous permet de discuter des sujets compliqués et spécifiques, de pouvoir présenter un projet. Le plateau est très frustrant parce qu'on a l'impression de ne pas progresser. C'est normal parce que comme on a déjà un bon niveau, on progresse plus lentement. Et aussi, on a du mal à trouver le matériel qu'il nous faut pour compléter notre vocabulaire, pour apprendre des expressions idiomatiques, pour être des vrais natifs. Le seul moyen de quitter le plateau est de s'exposer beaucoup à la langue, de s'en entourer. Si on en a la possibilité, la meilleure chose à faire est de vivre dans un pays francophone ou parler avec des Français. Mais si on ne peut pas, on peut toujours utiliser le matériel qu'on trouve. Des livres, des podcasts, des vidéos, des émissions. C'est par amour des langues étrangères que je commence cette chaîne et cette série. On va lire ensemble un livre, chapitre par chapitre, et on va souligner des mots et expressions à ajouter dans notre valise pour enrichir notre vocabulaire et progresser. Il ne faut pas s'inquiéter si des fois on a l'impression de ne pas retenir ou de rien apprendre. Le cerveau absorbe tout et il va construire brique par brique la connaissance de la langue. Et nous devons continuer à le nourrir le plus possible pour pouvoir maîtriser. Passons maintenant au livre que j'ai choisi. Je l'avais justement acheté pour m'entraîner à la lecture en français. Mais ce n'est pas juste pour ça que je l'ai choisi. Je l'ai choisi parce que c'est une histoire de force et liberté. Globalia promet la liberté, à condition de ne jamais sortir du cadre. À travers ses personnages principaux, Jean-Christophe Rufin raconte le parcours de ceux qui osent remettre en question ce système et qui cherchent une vraie liberté. Imparfaite, risquée, mais humaine. C'est cette tension entre sécurité et liberté que j'aimerais explorer avec vous. Et c'est cette tension qui me porte personnellement à me poser des questions tous les jours. J'ai aussi envie de savoir ce que vous en pensez sur le sujet. Globalia se présente comme le monde parfait. Un monde enfermé sous une cloche invisible, où rien ne dépasse, où rien ne dérange. En suivant des protagonistes qui étouffent dans cette perfection imposée, le roman interroge une question essentielle. Peut-on être libre dans un monde totalement protégé ? Commençons à le découvrir ensemble. Il était 6h-5 quand Kate arriva à la nouvelle salle de trekking. Elle avait marché vite dans le souterrain bondé. Avant d'entrer, elle eut soudain un instant d'arrêt, d'hésitation. Elle pensa à ce qu'elle s'apprêtait à faire et se dit, en secouant la tête, « Ma pauvre fille, décidément, l'amour te rend stupide. » En même temps, il était bon de s'abandonner à cette force qu'il avait tirée du lit au petit matin, lui avait fait refermer doucement la porte sans réveiller sa mère, et la précipitait maintenant, au milieu de cette foule ensommeillée et pure le parfum, vers un projet destiné sans doute à se terminer mal. Elle passa sous une grande pancarte lumineuse indiquant « Entrée des randonneurs », monta un escalier en colimaçon et se retrouva dans le sas d'entrée de la salle. Elle ôta le sac à dos qui lui cisaillait les épaules, le posa sur le tapis roulant d'une machine à rayons X, puis traversa un portique de détection. Il sonna, un haut-parleur lui indiqua de retirer les clés et la médaille qu'elle portait autour du cou. Elle repassa, cette fois sans faire broncher la machine, et déboucha enfin dans la vive lumière du matin. Le site choisi pour implanter la nouvelle salle de trekking était grandiose. Kate avait beau savoir, comme tout le monde, que Seattle où elle vivait était située au bord de la chaîne des Cascades, elle avait seulement jusqu'ici aperçu ces montagnes de loin. Le train rapide souterrain qui l'avait amenée ne lui avait pas permis de voir quoi que ce soit pendant le trajet.
Voilà pourquoi l'entrée dans la salle était un tel choc. Elle commençait au fond d'une vallée couverte de prés, puis s'étendait en direction des hauts sommets tout proches qui la dominaient, coiffés de glaciers scintillants. Kate n'avait rien ressenti de tel depuis qu'elle avait participé l'année précédente à une régate pour voiliers de 15 mètres sur la piscine couverte aménagée au milieu du détroit de Juan de Fuca. La plupart des randonneurs étaient déjà assis, lassaient leurs grosses chaussures ou bouclaient leur sac à dos. De temps en temps, ils s'arrêtaient pour observer la surprise des nouveaux arrivants et riaient de leur expression. Une femme fut prise de tremblements nerveux en découvrant le paysage et cria qu'elle avait le vertige. Il fallut la rassurer. Elle était seulement, comme tout le monde, déroutée par l'espace ouvert et la lumière naturelle. Les autres lui firent remarquer les parois de verre qui entouraient la salle de tous côtés et formaient une immense voûte loin au-dessus des têtes. C'étaient bien les mêmes parois qui couvraient la ville et en faisaient une zone de sécurité. Ils parvinrent ainsi à la calmer. Kate chercha Baïkal des yeux sans rien laisser paraître, comme quelqu'un qui regarde simplement autour de lui, les paupières plissées pour s'accoutumer à la lumière. Elle nota qu'il se tenait à l'écart des autres randonneurs, tout équipé avec son sac sur le dos, et qu'il gardait les yeux fixés vers les montagnes, dans le vague. Comme prévu, elle déambula entre les groupes et parut tomber sur lui par hasard. Il lui avait bien recommandé de le saluer poliment, à la façon de deux connaissances qui se rencontrent sans l'avoir cherché. Kate ne put pourtant s'empêcher de pâlir quand il lui prit la main. Elle regarda ses lèvres charnues et se sentait envahie du désir de les embrasser, de les mordre. « Tout se passe bien », dit-il avec naturel, comme s'ils échangeaient quelques mots dans importance. « N'oublie pas d'être la première du groupe en haut du premier aiguillon. » Il avait beau feindre le détachement, elle le connaissait assez pour savoir qu'il tremblait légèrement, qu'il était anxieux et ému. Ses yeux vert clair brillaient d'un éclat familier, un éclat de tendresse et de désir. « Toujours décidé ?» demanda-t-elle avant de s'éloigner. La plupart des marcheurs étaient prêts, chargés de sacs à dos énormes. La randonnée en salle était d'environ 40 km et un bivouac était prévu. Les repas en refuge étaient très chers, tout le monde avait préféré emporter réchaud et nourriture. Kate fut soulagée de constater qu'elle ne connaissait personne dans le groupe. La majorité, ici comme dans toute la population, était composée de gens âgés. Dans la terminologie en vigueur, on avait le devoir de les appeler « personnes de grand avenir ». Certains avaient d'ailleurs dépassé le siècle. Mais tous faisaient de leur mieux pour rivaliser de dynamisme et de bonne humeur. Outre Baïkal et elle, le groupe comptait seulement 2 ou 3 jeunes, dont le visage ne lui était pas inconnu. Ce qui la frappait, en les voyant pour une fois dans la lumière du jour et sur ce fond immaculé de neige, c'était leur mauvaise mine. Ils mettaient certainement un point d'honneur à fréquenter un centre de santé et de sport. Mais leurs efforts sur ces machines à muscler semblaient achever de les épuiser plutôt qu'ils ne leur donnaient des corps d'athlètes. Surtout, il y avait dans cette troupe, composée en somme de gens ordinaires, un je ne sais quoi d'avachi et de veule que Kate avait en horreur. Elle comprenait mieux, en regardant Baïkal au milieu de cette petite foule, ce qui pouvait l'attirer chez lui, malgré tout ce qui le rendait dangereux. Le moindre de ses gestes traduisait l'énergie et la révolte. Elle l'observait pendant qu'il faisait les 100 pas près du portique d'entrée. Il marchait d'un rythme tranquille, et pourtant chacun de ses mouvements était un peu brusque et bondissant, comme s'il cherchait à prendre un impossible envol, auquel il n'avait pas renoncé. Quand elle songeait à cela, elle évoquait immédiatement le passé de Baïkal, ses condamnations et le danger de ce qu'ils allaient entreprendre. Il était pourtant trop tard pour reculer, et donc inutile d'y penser. À ce moment-là, par une de ces décisions imprévisibles que prennent les groupes sans chef, la masse des randonneurs finit par se déplacer à son tour en direction du portique de départ. La célèbre devise globalienne « Liberté, sécurité, prospérité » y était inscrite, grâce à une habile composition en rondins de bois cloués. Un garde les y attendait. Il était coiffé du feutre à large bord et vêtu de l'uniforme rouge du corps des surveillants des espaces naturels. Il contrôla d'abord les tickets et fit passer les participants un à un. Kate nota que Baïkal était entré le premier et prenait position de l'autre côté, un peu à l'écart, de façon à conserver son avance.
Elle fit ce qu'il lui avait recommandé et se plaça parmi les derniers. Quand il eut contrôlé tout le monde, le garde monta sur la petite galerie de bois qui entourait le portique et appela l'attention de la petite troupe. À en juger par son visage vultueux et son gros nez, l'homme était visiblement alcoolique, ce qui ne surprit personne. Depuis les grands procès contre les compagnies de spiritueux, les Poivreaux n'avaient plus accès aux emplois publics. Ils s'étaient rabattus en masse vers les activités qui offraient, comme les salles de trekking, de grands espaces où ils pouvaient s'adonner en cachette à leurs vices. « Chers amis promeneurs, commença-t-il avec une diction pâteuse, soyez les bienvenus dans le complexe de Wilkenboro. » Ce nom semblait avoir été choisi tout exprès pour le faire trébucher. Il s'en mêla la langue dedans et termina par une grimace. « Bref, reprit-il. En agrippant à deux mains la balustrade, notre salle est le plus grand équipement de randonnée couverte de l'Ouest. Tout a été fait pour procurer à chacun d'entre vous un plaisir sportif maximal en respectant la nature. Le sentier que vous allez emprunter traverse des endroits sauvages. Grâce aux nouvelles technologies utilisées, les verrières qui protègent le parcours se feront complètement oublier. Kate jeta un coup d'œil du côté de Baïkal. Il était tourné vers la montagne et regardait les lointains. Pourtant, continuait le garde, haussant le ton, elles sont bien là. Vous ne quitterez jamais ces tunnels de verre. Vous êtes ici aux limites de la civilisation globalienne. Au-delà, ce que vous voyez, ce sont des non-zones, des espaces vides, sauvages, livrés à la nature. Même si quelques salauds en profitent pour s'y cacher et nous attaquer. Sa diction mécanique indiquait que le garde récitait un texte rédigé par la direction, laborieusement appris par cœur, et autour duquel il brodait. En tout cas, n'ayez pas peur. Ces verrières sont construites à l'épreuve des explosions, des projectiles et des munitions toxiques. Elles assurent totalement votre sécurité. À l'évocation de ces dangers venus du dehors, un frisson collectif parcourut la petite foule. Chacun semblait se souvenir tout à coup de l'attentat qui, la veille, avait fait 12 morts en ville. La plupart avaient eu le temps de prendre connaissance de la nouvelle sur les écrans avant de partir. Conformément à ce qui avait été annoncé, une nouvelle vague terroriste était bel et bien à craindre. Ces risques prenaient un relief nouveau dans cet espace découvert et vulnérable. En prétendant les rassurer, le garde avait lancé une information propre à semer l'inquiétude. Tout le monde se mit à regarder vers les montagnes avec une crainte nouvelle. « Vous pouvez vous sentir tout à fait libre ici, » reprit-il d'une voix plus forte où il mit une gaieté forcée. « Mais n'oubliez pas quelques règles simples. Il est strictement interdit de s'approcher des verrières et de les toucher. Nous ne les nettoyons qu'une fois par an et vos doigts pourraient les rendre opaques. Ce serait dommage, non ?» Il avait mis les poings sur les hanches et souriait à la cantonade comme un politicien démagogue. « Vous ne devez faire du feu que dans les villages étapes. Enfin, je vous rappelle que vous êtes en salle, même si vous n'en avez guère l'impression. Le soleil tape fort à travers le verre. L'assurance est obligatoire, je le rappelle à ceux qui ne l'ont pas encore prise. Elle ne couvre ni les brûlures, ni la déshydratation. Mettez de l'écran total et remplissez bien vos gourdes. » Cette exhortation de la part de quelqu'un qui semblait si bien savoir ce que voulait dire la soif fit naître quelques sourires entendus. « Et maintenant, » conclut le garde dans un hoquet, « bon trek !» Le groupe répondit par un grognement, émis sur plusieurs tons. Comme une petite armée en campagne, les 40 personnes se mirent en route sur le sentier. Le chiffre de 40 était une obligation fixée par la direction de la salle. Les randonneurs individuels ou les groupes plus petits devaient se rassembler avec d'autres jusqu'à atteindre ce nombre minimal. Admis d'heure en heure, chacun de ces groupes de 40 avait pour consigne de ne pas trop se disperser pour faciliter la vidéoprotection. Il ne s'agissait bien sûr pas de les surveiller, mais seulement d'assurer leur sécurité. La marche commençait le long d'un torrent. Il faisait grand soleil et l'eau dévalait, limpide, entre les pierres brillantes de mica. Ils passèrent à gué. Quelques cris et des rires saluèrent les faux pas et les premiers pieds mouillés. Ensuite, le sentier effectuait une large courbe vers la droite et s'enfonçait dans une vallée glaciaire boisée. L'architecture de la salle, à cet endroit, était une véritable prouesse technique.
les baies vitrées longeaient la crête et couraient en contrebas au milieu du précipice. Elles se réunissaient au-dessus des têtes en une coupole à la structure si légère que, comme l'avait dit le garde, on l'oubliait tout à fait. Au sol, une végétation basse de rhododendrons sauvages, de petits épicéas et de gentianes à feuilles larges, gagnait sur le chemin et le réduisait à une sente où il devait se placer en file indienne. Kate s'était arrangée pour être placée en arrière-garde. Elle comprit vite qu'il lui faudrait redoubler d'efforts pour être plus lente que les plus lents. Malgré l'air assuré qu'ils avaient essayé de se donner au début, il était évident que les marcheurs étaient en médiocre forme. La plupart étaient obèses, surchargés de mauvaise graisse qui les faisait souffler et suer. Kate, mince et légère, avec ses longues jambes, aurait pu facilement semer tout le monde. Elle crispa les mains sur ses bretelles de sac à dos. Le visage douloureux qu'elle se composa eut pour effet de la convaincre elle-même, plus encore que les autres, qu'elle ne pouvait pas marcher plus vite. Elle y parvint si bien qu'au début du raidillon annoncé par Baïkal, elle décrocha pour de bon. Hélas, de bonnes âmes, qui cherchaient elles-mêmes un prétexte pour ne pas avancer, se mirent en devoir de lui tenir compagnie et de l'encourager. Elle eut toutes les peines du monde à se débarrasser d'un énorme individu en maillot de corps qui se dandinait sur des mocassins neufs, tout boursouflé de durillon, et l'entretenait de ses mauvais pieds. Finalement, elle s'écarta dans un fourré au motif d'y soulager certaine envie, ce qui était interdit dans la salle en dehors des équipements prévus à cet effet de loin en loin. Épouvantée à l'idée d'être complice d'une telle transgression, le bon samaritain avait filé. Elle était enfin seule. Au-dessus d'elle, dans la pente semée d'éboulis et plantée de petits bouleaux, les marcheurs s'égaillaient au gré de leur vaillance. Les derniers n'étaient déjà plus à portée de voix. Tout en haut de la montée en lacet, elle distinguait la silhouette de Baïkal et pouvait l'imaginer. Les bras croisés, le menton un peu relevé, les yeux dans le vague, ses cheveux noirs et raides remontés en épis. Il avait dû la repérer aussi, et, voyant que tout se déroulait conformément à leur plan, il disparut. Kate entreprit de grimper la côte. Malgré la lenteur qu'elle s'imposait, elle s'étonna d'être rapidement en sueur. Un grand vent, pourtant, tordait les hautes branches des pins. Autour de la rivière, en contrebas, la caresse des bourrasques faisait courir sur la toison de grands saules des ondes argentées. Mais tout cela concernait les lointains, c'est-à-dire le dehors. Au contraire, sous les verrières de la salle, l'air restait immobile et la chaleur étouffante. S'y ajoutait l'angoisse d'être seule et de sentir approcher le moment où tout allait commencer. Du même pas lent, Kate finit par atteindre l'endroit où elle avait vu tout à l'heure disparaître Baïkal. Le sentier y atteignait un replat avant de longer une crête. Le tunnel de verre l'entourait comme un tube qu'on aurait enfoncé sur le tranchant d'une lame. D'un côté, on voyait plusieurs dents enneigées couronnées de nuages allongés. De l'autre, la pente couverte de mélèzes plongeait vers le bas. L'œil se perdait dans le sous-bois obscur de la forêt. Kate relassa ses chaussures, but un peu d'eau et repartit. L'odeur de résine des conifères saturait l'air surchauffé. De petites pignes, que les gardes devaient étaler chaque soir sur le sentier avec des râteaux, roulaient sous les pieds. On entendait un gazouillis en hauteur dans les arbres. Elle se demanda si c'était un véritable oiseau ou un haut-parleur dissimulé, car la salle était habilement sonorisée. Il lui était étonnant qu'un oiseau survive dans une telle chaleur. Elle tendait l'oreille et regardait en l'air quand elle sentit qu'on agrippait par le bras. Elle sursauta, mais se retint heureusement de crier. C'était Baïkal. « Vite !» souffla-t-il. « Tout va comme prévu. Ils me croient devant. Si tout se passe bien, ils ne donneront l'alerte que ce soir, en voyant qu'on manque à l'étape. » Baïkal prit Kate par la main et d'un coup, quittant le sentier, il l'entraîna dans la pente abrupte entre les arbres. Le tapis d'aiguilles craquait sous leurs pieds pendant qu'ils dévalaient. Des branches basses les griffaient au passage. Pour ne pas perdre l'équilibre et se freiner, ils saisissaient au passage des troncs d'arbres collants de résine. Tout à coup, emportés par leur élan, ils butèrent contre la vitre qui courait à mi-pente. Elle rendit un son vibrant quand ils la heurtèrent. Ils étaient tombés accroupis, emmêlés. Baïkal se redressa,
couvert d'aiguilles sèches. Il aida Kate à se relever. Elle n'osait pas toucher la vitre. C'était la première fois qu'elle approchait des limites. Le mur lisse et brillant était transparent de près, mais prenait un ton vert glauque à mesure qu'il s'éloignait et qu'on ne voyait de biais. Les branches de mélèze se courbaient contre la vitre et y faisaient rouler d'épaisses gouttes de leur sève. La pente qu'ils avaient dégringolée était si raide qu'il semblait impossible de la remonter. Ils étaient dans un cul-de-sac obscur et étouffant. Le gros paquetage sur leur dos achevait de les déséquilibrer, mais Kate, s'il lui avait pris l'envie de se décourager, en aurait été immédiatement dissuadée par la transformation de Baïkal. Depuis qu'ils avaient quitté le sentier pour plonger dans l'obscurité du bois, il était méconnaissable. Tout ce qu'il y avait en lui de vague, de flottant, d'inemployé, avait fait place à une expression d'énergie et de volonté presque effrayante. Ses yeux brillaient, il était à l'affût, l'oreille tendue, le corps à demi plié comme un chasseur indien. Quand elle se fut relevée, il prit Kate par la main et l'entraîna fermement. Ils marchèrent dans l'angle aigu que formait la verrière avec le sol, à l'endroit où elle s'y enfonçait. Les aiguilles de pin avaient roulé dans ce sinus et l'avaient peu à peu comblé. Il formait un étroit chemin de ronde, mou et parfois fuyant sous le pas, mais, à tout prendre, solide et praticable. Des gravats laissés par les ouvriers au moment de la construction de la salle obligeaient parfois à un petit détour dans la pente. Mais il était assez commode de se laisser guider par le long mur de verre et Kate reprit confiance. Elle se demandait seulement où cela allait les conduire. N'allait-il pas simplement marcher parallèlement au sentier sur toute la longueur de son trajet ? À quoi cela servirait-il ? Mais Baïkal avait l'air de savoir où il allait, et elle se retint de l'interroger. S'il était fort peu probable que le sous-bois fût doté de caméras, c'était pour cela sans doute qu'il avait choisi de quitter le sentier sous le couvert. On ne pouvait exclure la présence de micros. Les chants d'oiseaux étaient toujours audibles. Kate savait que, s'ils provenaient de haut-parleurs, la même installation était généralement pourvue d'une prise de son. D'ailleurs, Baïkal s'adressait à elle par signe. Après un bon quart d'heure de marche près de la paroi, il s'arrêta, posa son sac à dos et d'un geste muet de la main, l'engagea à faire de même. Elle le vit alors effleurer la surface de verre avec une minutie prudente. Il ouvrit ensuite le rabat de son sac à dos, y glissa la main et sortit une petite pochette de toile. Il défronça son ouverture et en tira quelques outils, pince, tournevis, clé anglaise. Elle était stupéfaite qu'il ait pu soustraire ces objets interdits à la surveillance antiterroriste. Comment leur avait-il fait passer le portique d'entrée ? Pour la première fois, à la vue de ces outils pourtant ordinaires, Kate eut peur de ce qu'ils allaient faire. Elle était là parce qu'il ne lui semblait pas possible de laisser Baïkal entreprendre cela sans être à ses côtés. Mais maintenant l'action était engagée, et toutes les conséquences lui apparaissaient. Plus habituée à la pénombre verte du sous-bois, elle distingua ce que Baïkal était allé chercher en tâtonnant. Là où il s'était arrêté, le creux d'un ruisseau se marquait dans la pente entre les arbres. Il était à sec pour le moment. Mais la nuit, lorsqu'on déclenchait les arrosages artificiels qui apportaient à boire aux arbres et aux plantes situées sous les verrières, il était probable que l'eau en excès ruisselait et s'écoulait par ces rigoles. À l'endroit où elles atteignaient la paroi de verre, celle-ci était pourvue d'une trappe qu'une télécommande devait permettre de relever. En effet, à 1 mètre du sol à peu près, on distinguait une large charnière métallique. Le carré de verre situé au-dessous formait comme un sabord pivotant. Baïkal ôta prudemment le capot de la charnière et, avec des gestes précis, entreprit d'agir sur son mécanisme à l'aide de ses outils. Au bout d'un instant assez long, le carreau de verre se mit à basculer vers l'extérieur, ménageant bientôt une ouverture suffisante pour passer à 4 pattes. Baïkal rangea ses outils, remit son sac à dos et resta un instant comme un chien en arrêt, à écouter si un bruit suspect, une sirène, quelques signes d'alerte leur parvenaient. Rien ne vint. Rien, sauf une sensation inattendue, une odeur issue de l'autre côté, haleine soufflée par la mâchoire de verre béante. Kate se souvenait, quand elle était petite, d'avoir visité un musée du monde agricole.
Les vitrines étaient pourvues de petits inhalateurs qui restituaient des odeurs de ce passé révolu. L'une d'elles était intitulée « Brûlis ». C'était un peu piquant, un peu âcre, et les enfants ne se représentaient pas bien ce que pouvaient être des brûlis. Le mot sonnait comme un nom de gâteau. Elle voyait des petits dés de chocolat semés d'amandes grillées. Kate fut tout émue de sentir par cette ouverture la vieille odeur à la fois familière et enfouie. Comme si la paroi en s'ouvrant n'eût pas seulement offert un nouvel espace, mais livré aussi un passage dans le temps. Bien après, elle devait se souvenir que cette réminiscence de l'enfance, pour insignifiante qu'elle fût, l'avait pourtant décidée à commettre ce jour-là l'irréparable. Au moment de franchir le passage qu'il avait ouvert dans la verrière, Baïkal eut un dernier sourire. Il était pour une fois sans amertume ni impatience. C'était le sourire de celui qui saisit un trésor à pleine poignée dans le coffre qu'il vient d'ouvrir. Quand vint son tour, Kate se mit à quatre pattes dans les aiguilles de pin et, sans jeter le moindre regard derrière elle, entra en zone interdite. Découvrons ensemble les mots à noter dans notre carnet vocabulaire. Le mot « bondé » décrit un lieu où il y a énormément de monde, au point qu'il devient difficile de se déplacer ou de trouver de la place. On l'utilise souvent pour parler des transports, des magasins ou des lieux publics très fréquentés. Exemple, le métro était bondé aux heures de pointe, si bien qu'on pouvait à peine bouger. Le mot « colimaçon » désigne un escargot, ou plus précisément sa coquille en forme de spirale. Par extension, on utilise ce mot pour parler de quelque chose qui s'enroule ou qui monte en spirale. Exemple, l'escalier en colimaçon mène jusqu'au dernier étage de l'immeuble. Le verbe broncher signifie réagir, protester ou montrer un signe de désaccord. Il est très souvent employé à la forme négative pour insister sur l'idée d'acceptation ou de résistance silencieuse. Exemple, il a accepté la décision sans broncher, même s'il n'était pas d'accord. Le mot « dérouté » décrit un état de confusion ou de désorientation, souvent provoqué par quelque chose d'inattendu ou difficile à comprendre. On l'emploie pour parler d'une personne qui perd ses repères, mentalement ou émotionnellement. Exemple, face à cette réaction inattendue, elle est restée complètement déroutée. Le mot « voûte » désigne une structure architecturale courbe qui sert à couvrir un espace, comme dans les églises, les tunnels ou certaines caves. Par extension, on parle aussi de la voûte céleste pour évoquer le ciel vu comme un immense dôme. Exemple, la voûte de cette cathédrale est impressionnante par sa hauteur et son élégance. Le verbe « s'accoutumer » signifie s'habituer progressivement à une situation, un environnement ou une manière de vivre. Il implique souvent une période d'adaptation, parfois difficile au début. Exemple, après quelques semaines, elle s'est accoutumée au rythme de travail intense. Le verbe feindre signifie faire semblant, donner volontairement une fausse impression afin de tromper ou de dissimuler ses véritables sentiments ou intentions. Il est souvent utilisé dans des contextes psychologiques ou sociaux. Exemple, il a feint l'indifférence pour ne pas montrer qu'il était blessé. L'expression « mauvaise mine » désigne l'apparence d'une personne qui semble fatiguée, malade ou préoccupée. Elle se repère souvent au teint, aux yeux ou à l'attitude générale. Exemple, depuis quelques jours, il a une mauvaise mine et semble vraiment épuisé. Le mot « cantonade » désigne l'espace en théâtre situé sur les côtés de la scène, mais on l'utilise surtout dans l'expression « parler à la cantonade », qui signifie s'adresser à un public indéfini ou faire une remarque sans viser quelqu'un en particulier. Exemple, pendant le dîner, il a parlé à la cantonade de ses projets de voyage, sans s'adresser directement à personne. L'expression « prouesse technique » désigne une réalisation remarquable grâce à des compétences, des connaissances
ou des innovations particulières. Elle souligne souvent la difficulté et la maîtrise nécessaires pour atteindre cet exploit. Exemple, la construction de ce pont suspendu est une véritable prouesse technique, tant par sa longueur que par sa stabilité. Le mot râteau peut désigner des outils de jardinage pour ramasser feuilles ou terre, mais dans le langage familier, il signifie aussi des refus amoureux ou des échecs sentimentaux. Exemple, après avoir tenté de séduire plusieurs filles, il a enchaîné les râteaux et a fini par abandonner pour ce soir. L'expression « à l'affût » signifie être attentif, vigilant et prêt à réagir dès qu'une opportunité ou un danger se présente. Elle évoque l'idée d'une observation active et concentrée. Exemple, le photographe était à l'affût du moment parfait pour capturer le vol de l'oiseau.